Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Décès de l'ancien président du Niger, Mamadou Tandja, à 82 ans. L'ancien chef de l'État s'est éteint ce 24 novembre à Niamey. Un deuil de 3 jours est prévu sur l'ensemble du territoire nigérien. Les élections régionales approchent à grands pas au Cameroun. À cet effet, les membres des collèges électoraux percevront chacun une indemnité de prise en charge, une indemnité fixée à 50 000 francs CFA. Et enfin, reprise des vols d'évacuation des réfugiés de Tripoli à Kigali après des mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Des vols mis en place par le HCR, notamment en raison de la précarité des conditions de vie des réfugiés sur le sol libyen. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le village de Minimakanda dans le cercle de Bankas au Mali a été la cible d'une double attaque perpétrée le 23 et 24 novembre par des hommes armés. Bien qu'il n'y ait pour le moment aucun bilan officiel, les habitants locaux évoquent entre 4 et 8 morts. Ce village de la région de Mopti a également été partiellement ravagé par les flammes. Des violences qui ont contraint des centaines de villageois à trouver refuge dans les localités voisines. Si pour le moment cette double attaque n'a pas été revendiquée, les habitants pointent du doigt les groupes djihadistes présents au centre du Mali. Il avait 82 ans, l'ancien président du Niger, Mamadou Tandja, est décédé ce mardi 24 novembre à Niamey, à la tête du pays. De 1999 à 2010, l'ancien chef de l'État avait été évincé du pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire. Un deuil de 3 jours est prévu, je cite, sur toute l'étendue du territoire national, annonce la présidence nigérienne dans un communiqué. Sadou Alizé Mokhtar. L'ancien président nigérien Mamadou Tandja est décédé ce 24 novembre 2020 à Niamey, à l'âge de 82 ans. Ancien officier de l'armée nigérienne, il était membre de la junte militaire qui a pris le pouvoir en 1974. Préfet, puis ministre à plusieurs reprises et ambassadeur avant de diriger le Niger du 22 décembre 1999 au 18 février 2010. Date de son éviction du pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire mené par Salou Jibo suite à l'échec du Tazarché, son projet de se maintenir au pouvoir après ses 2 mandats constitutionnels. On n'a peur de rien dans la mesure où on est venu servir le peuple. On est élu, on est à sa disposition. La preuve, vous l'avez vu au Niger, comment on vit avec nos populations. On vivait bien hier matin, non? Ensemble. On respirait bien. Vous l'avez vu, vous l'avez senti. Donc voilà. Si vous avez peur de vos populations, mais enfin, vous partez quoi, c'est pas la peine d'attendre. Il n'y a rien à faire. La politique, c'est bien ça aussi. Homme politique, patriote et même nationaliste pour beaucoup de Nigériens, Tandja Mamadou est encore très populaire, surtout dans le monde rural, où la nostalgie de son règne est encore très vivace. 50 ans d'aide, ça va. On nous a aidés pendant 50 ans, nous les remercions. Ils n'ont qu'à continuer à nous aider s'ils le veulent bien, mais si c'est pour ça qu'on doit rompre, on va rompre. C'est-à-dire que nous tenons à notre souveraineté, à notre indépendance. Voilà. Ça n'a pas de prix, ça. Affaibli par la maladie depuis plusieurs années, l'ancien président du Mouvement national pour la société et du développement, le MNSD Nasara, s'est depuis mis en retrait de la vie politique, jusqu'à ce qu'il tire sa révérence ce mardi 24 novembre 2020. Dans l'actualité également, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rejeté toutes les tentatives de médiation entreprises par la communauté internationale pour mettre fin au conflit opposant l'armée fédérale éthiopienne au Front de libération du peuple du Tigré. Si le Premier ministre dit comprendre les efforts déployés par les organisations internationales, il affirme qu'elles doivent, je cite, rester en retrait jusqu'à ce que le gouvernement soumette une demande d'assistance. Le chef du gouvernement éthiopien s'appuie ainsi sur le paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, un texte qui stipule, je cite, que rien n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État.
Le Cameroun se prépare à l'organisation de ses toutes premières élections régionales. À l'approche de ce scrutin prévu le 6 décembre prochain, conseillers municipaux et chefs traditionnels participant au scrutin bénéficieront d'une indemnité de prise en charge, une enveloppe prévue par le décret du 2 septembre dernier, signé par le président de la République, Paul Biya. Chaque membre des collèges électoraux disposera ainsi d'une indemnité fixée à 50 000 francs CFA. Plus de précisions dans ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Des milliers de candidats pour les 900 postes de conseillers régionaux, soit 700 délégués des départements et 200 représentants des commandements traditionnels, sont attendus aux urnes pour la toute première élection des conseillers régionaux au Cameroun. À cet effet, une enveloppe d'environ 579 400 000 francs CFA sera mise à la disposition des candidats pour assurer les frais de participation et d'indemnité à ce scrutin. Des frais supportés par le budget de la campagne lui-même, estimé à 30 milliards de francs CFA. Nous avons d'une part l'État qui décide de financer une partie de la campagne, de sorte à ce qu'il y ait une véritable mutualisation des chances. Quitte à ce qu'on ne dise pas après qu'il y a d'autres candidats ont eu un peu plus d'argent que d'autres, et ce qui leur a permis de gagner. Dans le cadre des régionales, 16 partis politiques ont présenté des candidats pour ces élections. Le nombre de conseillers régionaux que devrait présenter chaque département, soit 70 délégués départementaux et 20 représentants des commandements territoriaux, a été arrêté. Pour ce qui est des participations, le gouvernement a tenu à faire appliquer la loi qui interdit aux Camerounais de détenir une nationalité étrangère de se présenter à ce scrutin. Les dispositions prises par les autorités de l'État pour les élections sont légalement et entièrement versées aux partis prenants de ces élections, sont tout simplement institutionnelles, notamment à travers le ministère de l'administration territoriale, qui bien évidemment contribue à assurer le cheminement des sommes versées aux candidatures pour l'investissement des postes publics dans la sphère politique et administrative de l'État du Cameroun. Rappelons que cette enveloppe sera distribuée entre les conseillers municipaux et chefs traditionnels qui prendront part à cette première des élections régionales dans le pays. Notons que ces élections régionales ont officiellement été lancées le 21 novembre 2020 et vont s'achever le 6 décembre dans le pays. Les futures échéances électorales approchent également pour la Somalie. Le pays se prépare en effet aux élections législatives et présidentielles, respectivement prévues pour décembre 2020 et février 2021. L'enjeu est de taille pour la Somalie qui va mettre en place le nouveau modèle électoral adopté par le Parlement le 26 septembre dernier. Un système qui continue à appliquer le mode de scrutin indirect, mais qui donne la voix à un collège électoral plus large. Un sujet de la rédaction. En une année, la Somalie a été touchée par 3 calamités. Invasion de criquets, Covid-19 et inondations. Un triple choc qui vient s'ajouter à la sécheresse et aux conflits chroniques. La situation humanitaire du pays est plus préoccupante que jamais. Environ 2,2 millions de Somaliens souffrent d'insécurité alimentaire sévère et près de 2,6 millions de Somaliens sont déplacés à l'intérieur du pays. Le pays a été durement touché par le triple choc du Covid-19, des inondations et des infestations acridiennes. Les tendances nationales des cas de Covid-19 sont globalement favorables, mais nous devons rester vigilants. Je félicite à nouveau les autorités somaliennes pour leur réponse rapide à l'épidémie de Covid-19 et remercie les agents de santé somaliens qui sont en première ligne pour vaincre la pandémie. C'est dans ce contexte que le pays tente de se concentrer sur l'organisation de ses prochaines élections, des scrutins législatifs et présidentiels. Ce processus électoral a longtemps patiné en raison de désaccords politiques entre le président Mohamed Abdullahi Mohamed et les leaders régionaux. Mais la nomination de Mohamed Hussein Roblé au poste de Premier ministre a permis aux différentes parties de trouver un accord devant déboucher sur un calendrier. Le gouvernement fédéral somalien a formé une équipe technique composée de membres du ministère de l'Intérieur, de la Commission électorale nationale indépendante et actuellement du cabinet du Premier ministre pour rédiger une feuille de route pour l'élection au suffrage universel par une personne, une voix, qui aura lieu en 2025. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour vous informer que le comité technique a déjà rédigé la feuille de route et qu'elle sera présentée au cabinet pour approbation.
La tenue des premières élections entièrement démocratiques sont dans les cartons de ce pays de la Corne de l'Afrique depuis 1969. L'introduction du système électoral universel annoncé serait une réalisation historique pour la Somalie après des décennies de guerre et d'instabilité alimentées par de multiples plaies. On les compte par dizaines de milliers. En Libye, les réfugiés vivent dans des conditions de vie précaires. Face à l'urgence de cette situation, le HCR et le Rwanda ont affrété des vols pour assurer leur transfert de Tripoli à Kigali. Ces vols d'évacuation mis en place en 2019 et interrompus pendant près d'un an à cause du coronavirus ont récemment repris. Gladys Mamba et Corinne Camden. Les évacuations vitales depuis la Libye vers le Rwanda ont repris. Le 19 novembre 2020, un groupe de 79 demandeurs d'asile vulnérables a été affrété de Tripoli à Kigali par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et ce, après près d'un an d'interruption en raison de la fermeture des frontières et des restrictions sanitaires engendrées par la pandémie de Covid-19. Originaires de l'Érythrée, du Soudan et de la Somalie, la plupart des hommes, femmes et enfants évacués vivaient à Tripoli. Parmi eux, beaucoup ont été détenus et certains durant plusieurs années. Il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes dans les entrepôts, par exemple. Il y a beaucoup d'hommes dans le centre de détention de Tiriksika qui ne peuvent même pas voir la lumière du soleil. Il y a aussi des femmes qui parfois parviennent à voir la lumière du soleil mais souffrent encore. Il est très difficile de passer 4 à 5 ans en détention, surtout pour les femmes. C'est très difficile. Je n'ai pas assez de mots pour le décrire. 581 réfugiés et demandeurs d'asile ont pu être transférés hors de la Libye durant l'année 2020 grâce au mécanisme de transit d'urgence mis en place par le Rwanda, le HCR et l'Union africaine. Tous ont été pris en charge dans le centre de transit de Gashora où ils bénéficient d'une assistance qui leur permet de croire à un nouveau départ. J'ai été dans un entrepôt à Bani Walid. Après avoir survécu à la mort, je dis merci à Dieu d'être parvenu à ce stade. Maintenant, je suis optimiste quant à l'avenir. J'espère que j'aurai une vie meilleure que celle que j'avais avant. Plus de 45 200 réfugiés et demandeurs d'asile sont enregistrés auprès du HCR en Libye. Plusieurs centaines d'entre eux sont enfermés dans des centres de détention gérés par le gouvernement. Une situation face à laquelle le HCR réitère son appel à la libération de tous les réfugiés et demandeurs d'asile retenus en détention arbitraire. Le Rwanda accueille jusqu'au 29 novembre les qualifications pour l'Afrobasket 2021. Parmi les 12 équipes qui s'affronteront, 9 décrocheront leur place pour la 30e édition du championnat de basketball. Pandémie de coronavirus oblige, les matchs se dérouleront dans les mesures les plus strictes. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakiaï Sengar. C'est avec joie que Kigali a accepté d'accueillir la grande partie des qualifications pour le championnat africain de basketball après que certains pays n'ont pas pu à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. 12 équipes sont à Kigali et du 25 au 29 novembre, elles vont se disputer les 9 places disponibles pour participer au championnat africain de 2021. Le Rwanda s'est toujours montré un bon exemple pour sortir des problèmes. Et je pense aussi qu'au niveau du basket, on aime accepter les challenges. Et je pense que si on parvient à réussir ce challenge d'accueillir ces compétitions sans qu'il y ait un problème, ce sera aussi un bon exemple pour les autres pays ou pour les autres sports pour ne pas avoir peur. Même s'il y a le Covid, il y a moyen toujours de survivre et de continuer à développer le sport en général. Kigali accueille les groupes A, B et D, tandis que les équipes du groupe E vont s'affronter à Alexandrie en Égypte. Les Jeux du groupe C ont déjà été disputés au mois de février 2020. Toutes les parties se déroulent dans un environnement protégé afin de garantir la santé et la sécurité de tous les participants. Par respect pour les mesures barrières, les supporters ne sont pas encore autorisés à assister au match, mais nous sommes en train de voir si avec les résultats négatifs au Covid-19, quelques personnes peuvent être autorisées à assister aux Jeux en direct, mais cela reste en consultation. Tout le monde sera informé des résultats de ces négociations.
Suite aux restrictions de voyage, l'équipe d'Algérie n'a pas pu se déplacer et a été remplacée par le Soudan du Sud. Le championnat Afrobasket, lui aussi, se tiendra à Kigali en août et septembre 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.